trop. En bas, dans la bande, à gauche. En bas à gauche de ton écran. Je viens de l'activer le micro. Bon, bon ça y est, vous pouvez y aller. Excusez-moi. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères et consoeurs, Mesdames, Messieurs, je vais vous emmener faire un petit tour en forêt où donc je vais vous dire deux choses, à la fois que on va être dans un milieu relativement différent, hein, je vais vous présenter dans la partie contexte, mais j'étais convaincu avance, mais les deux exposés initiaux de nos collègues de l'âge et Tessier montrent bien que les fondamentaux sont respectés. Donc la différence porte sur des états qui sont assez différents, je vais essayer de vous le montrer. Donc, comment est-ce que je fais avancer mon… Normalement, vous le faites avancer, voilà. Oui, ok, j'ai compris. Donc, les sols forestiers sont différents des sols agricoles. Historiquement, on a eu une coévolution anthropique et naturelle, il ne faut pas l'oublier, depuis des millénaires, où la sélection des sols forestiers s'est faite par défaut. Dès que l'homme s'est sédentarisé, il a choisi les meilleures terres pour les cultiver. Les apports ont toujours été pratiquement nuls et les transferts de fertilité ont eu lieu vers les sols agricoles. Alors ça nous donne l'état actuel des systèmes. Vous voyez cette courbe qui est issue des données du RMQS, où vous avez en bas la courbe en vert qui correspond aux sols forestiers. Vous voyez que 50% des sols forestiers ont des pH inférieurs à 5 et 25% des pH inférieurs à 4,5. Alors que dans les sols agricoles, vous voyez que 55% des sols sont dans la zone non tamponnée. Les sols forestiers migrent par acidification non compensée vers le tampon des aluminosilicates, alors que les sols agricoles ont l'air d'être alcalinisés. En fait, c'est une fausse, c'est vrai, mais c'est une acidification qui est composée. Dans la zone non tamponnée, donc par les apports, le chaulage, et dans la zone près du tampon des carbonates, là où les instruments aératoires se chargent de restaurer l'alcalinité carbonatée. Les végétaux forestiers sont aussi différents, c'est-à-dire qu'ils ont été peu améliorés génétiquement, sélection de masse en général, ce sont des végétaux très longévifs qui sont adaptés aux sols acides et aux sols pauvres, et on a un rôle important de la végétation que j'appellerais spontanée. Je ne parle pas d'adventisme ni de végétation de mauvaises herbes. Donc la végétation spontanée est très précieuse en fait. Et l'écosystème s'est parfaitement adapté à cette disponibilité minérale limitée. Donc vous allez voir que toutes les ressources sont utilisées. Si la fertilité d'un sol agricole, c'est essentiellement un réservoir, la fertilité d'un sol forestier, en fait, on doit parler du système complet. Ça peut être l'atmosphère, le sol, le sous-sol, la plante elle-même qui recycle et avec une adaptation avec des symbiotes qui est extrêmement puissante pour coloniser un sol, pour aller chercher toutes les ressources disponibles. Et voilà ce que ça donne. À droite, vous voyez ces flèches, ce bilan qui est connu sous le nom de cycle biogéochimique, c'est-à-dire qu'on a des entrants et des sortants avec des flèches noires qui correspondent aux transformations internes qui sont extrêmement importantes. Vous voyez que l'essentiel des racines vit dans la partie superficielle du sol, de même les symbiotes, et que le prélèvement se fait là en général, mais vous voyez cette flèche mixte du prélèvement bleu et noir là, qui indique qu'une partie du prélèvement peut venir des ressources profondes, et à ce moment-là, ça n'est pas un recyclage, mais une entrée du système. Donc quand on voit la concentration des éléments dans les horizons de surface et dans la matière organique, on voit immédiatement que bouleverser les sols forestiers en surface risque d'être très dommageable. Et en fait, ensuite, les derniers points, les pratiques qui sont très différentes. Donc, les traitements à un caractère extensif. Les exportations par les récoltes sont par définition rarement compensées. Donc, aucun intrant pour améliorer. Et quand on parle d'intensification en forêt, ce qu'on entend beaucoup actuellement, c'est une demande accrue sans restitution. Et ça, c'est un peu antinomique avec un système durable. Donc, les conséquences sont que
cet écosystème est parfaitement adapté et que la fertilité d'un sol forestier, sa fertilité minérale, repose sur un ensemble de flux de dimensions limitées, mais qui sont mis en œuvre de manière complémentaire en fonction de l'état hydrique et des besoins de la plante. Donc, c'est un écosystème qui est résilient, mais qui est vulnérable. Donc, gérer un tel système demande de le connaître, ce qui n'est pas sûr que ce soit le cas. Alors, j'en arrive à la mécanisation. Ça a déjà été dit, je répète, Daniel a parfaitement souligné ça, le sol est organisé à toutes les échelles spatiales. Donc, on a des horizons, et dans les horizons, il y a des agrégats qui ont une certaine stabilité structurale. Et que fait la mécanisation? Elle va perturber cette organisation-là par des mécanismes divers et variés, le scalpage, le mélange, l'orniérage, le fluage, le tassement. On voit toutes des bonnes choses qui sont antinomiques avec un bon fonctionnement du sol. Et tout ça dépend de l'état des sols et de leur type. Donc, en gros, tout sol sec est relativement résistant et tout sol humide est peu résistant. Et entre les deux, il y a des sols qui sont plus ou moins sensibles. Voilà. Donc, les conséquences, ça a déjà été dit, je répète très vite, donc ça va être l'enracinement, le transfert des fluides, les réserves des fluides, donc la géochimie et finalement tout le fonctionnement biologique des sols avec les minéralisations, les émissions de gaz à effet de serre, le rôle de la flore et de la faune et finalement quelles conséquences pour le peuplement forestier. Alors, 2 points importants qui sont quasiment déjà des conclusions. Je vais vous montrer que la dégradation d'un sol forestier peut être extrêmement rapide. Et par contre, sa restauration, elle est toujours très lente. Donc, on va regarder ça en détail. Les forestiers se sont inquiétés de cette affaire-là, parce qu'on s'est aperçu dans les années 2000 que récolter quelques mètres cubes de bois en forêt avec des engins qui sont souvent surdimensionnés et qui se baladent partout sur la parcelle, conduisent à des dégradations quasiment généralisées de la parcelle. Ça, on s'est vite aperçu que c'était insoutenable. Et donc, Hubert vient de parler des Australiens. Et ben, le guide qui a été coordonné par le FCBA et l'Office des forêts indique très clairement que, de grâce, limiter les parcours et le trafic des engins sur ce qu'on appelle en forêt les cloisonnements d'exploitation et de travaux. Voilà. Donc après, il faut faire respecter ce guide parce que si on casse les cloisonnements, ben effectivement, on va se balader sur la parcelle avec des engins, avec toutes les limites, tout ce qui a été dit sur l'effet pervers des engins, les pneus larges, les charges supérieures, etc. etc. Donc, quand on a participé à ce groupe de travail dans les années 2000, là, et on s'est aperçu que, ben, en forêt, on avait le tassement, la mécanisation était relativement plus récente et que les connaissances étaient extrêmement limitées, voire quasiment nulles. Donc, on a participé à ce projet animé par Guy Richard qui s'appelle d'un très beau nom DST et dégradation des sols soumis au tassement. Et on a décidé de mettre en œuvre des sites expérimentaux le plus simple possible sur des sols polycycliques du plateau lorrain, qui sont des sols sensibles à la dégradation et qui sont en gros des sols qui se distinguent par un limon superficiel qui surmonte une argile relativement lourde, avec 2 sols, un dans le Lunévinois, donc à l'est de Nancy, et qui a un pH de surface supérieur à 4,5, et un autre en Argonne, où le pH est inférieur à 4,5. Et on a suivi depuis une dizaine d'années, donc on suit relativement en continu ces systèmes pour essayer d'acquérir de l'information sur le court, le moyen, voire le long terme. Un dispositif en forêt expérimental, c'est un dispositif toujours lourd. Des placettes qui font 1/4 d'hectare, une emprise de 6 hectares, trouver un système homogène devient très compliqué. Donc, vous voyez un dispositif expérimental en 3 blocs, 4 traitements, donc un contrôle qui est le témoin, un tassé qui est le tassé avec un engin que je vais vous montrer ensuite,
un système de détassement local qui s'appelle les potées. Donc, on crée un pot de fleurs autour du plant que l'on va planter et un essai de détassement en plein qui est un double passage de cover crop. Voilà l'engin. Vous voyez, on a choisi de tasser et de ne pas défoncer le sol, c'est-à-dire que c'est un tassement limité par un double passage, un engin qui pèse 25 tonnes en charge. Donc, la dégradation a été très brutale. Je vais vous montrer quelques exemples sur la végétation, le sol, l'atmosphère. Il y a plein de critères et vous voyez que quelques mois seulement après le passage de l'engin, à gauche, vous avez une couverture vert clair, vert pomme de jonc, et à droite, une couverture vert plus brune, qui est plus foncée, qui correspond à de la ronce. 5 ans après, sur le site d'Azraï, là, vous voyez toujours le dispositif expérimental vu d'avion, et vous voyez des zones vert pomme qui sont les zones tassées. Vous voyez les zones 1C, 2C, 3C qui sont les témoins, où vous voyez une couleur plus foncée et des plants plus abondants. Donc, on va voir toutes les conséquences sur l'écosystème. Il faut dire que là, on avait pris deux types de sols, enfin un type de sol, mais deux particularités qui sont de pH, et le comportement est assez différent. Donc, on va regarder ça au fur et à mesure. Le sol de gauche est le sol témoin. À Azraï, vous voyez ce sol limoneux, grisâtre en surface, un peu plus brun après, avec un lessivage d'argile et l'argile compacte au-dessous du corypère. Quelques mois après, et ça perdure, vous voyez un sol, quand on le regarde, on ne peut pas s'y tromper, perte de structure généralisée, blanchiment, apparition de taches ferrugineuses, tout est sympathique, on est passé d'un sol sain à un sol hydromorphe en quelques mois. Je vous propose de regarder les gaz du sol. On a des capteurs de gaz et qu'est-ce qu'on a fait sur ce sol? En fait, on a posé un couvercle dessus, on l'a scellé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, dans les horizons moyens, l'atmosphère du sol, immédiatement, le gaz carbonique s'accumule, l'oxygène est consommé, donc on a immédiatement des conditions hypoxiques, anoxiques, et qui vont avoir des conséquences, évidemment, sur la géochimie et sur la biologie. Il faut attendre, ce que disait Hubert, les premières fissurations pour que la marmite s'ouvre un petit peu et que les échanges gazeux reprennent un peu. Hein. Et puis après, ces choses-là sont suivies dans le temps. La restauration, je vous ai dit qu'elle était lente, très lente, pour un certain nombre de raisons. Hein. C'est que le sol forestier, vous avez vu, 50% à pH inférieur à 5, 25% pH inférieur à 4,5. Quand on est à 4,5, les vers de terre anessiques qui sont les ingénieurs du sol, il y en a 0. D'accord ? Donc, il ne faut pas compter sur eux pour régénérer la structure, ils n'existent pas. Donc, la structure va se régénérer essentiellement par des phénomènes physiques, fissuration, dessiccation, prélèvement de l'eau par les plantes, perforation racinaire quand elles veulent bien y aller, et puis cycle gel-dégel s'ils ont lieu. Donc, je vais vous montrer quelques résultats sur ces deux sites expérimentaux. Et vous voyez, le premier indicateur, c'est la résistance physique du sol. Donc, Pierre Delage connaît ça mieux que moi. C'est un pénétromètre dit intelligent qui va mesurer la pression et l'enfoncement d'une pointe qui va vous donner la résistance du sol. Et qu'est-ce qu'on voit dans les sols? Dans les deux types de sols, on a des résultats qui sont assez différents. Donc, dans le sol le plus pauvre, donc qui est en argonne, c'est un sol qui a un comportement que les pédologues connaissent sous le nom de hard setting, c'est-à-dire qu'il devient très induré quand il est sec et c'est une mode de beurre quand il est humide. Moralité, si vous faites de la pénétrométrie sans regarder l'humidité du sol, quelques mois après, si le sol est humide, on n'a pas de différence entre le sol tassé et le sol témoin. Dans le sol le plus riche, c'est assez différent. Le sol le plus riche, lui, montre toujours une différence entre le témoin et le tassé, quelle que soit l'humidité. Et la régénération du sol a été plus forte dans le sol riche que dans le sol pauvre. C'est un peu conforme aux hypothèses de travail qu'on pouvait faire, ce qui est, vous allez voir que ce n'est pas toujours vrai en fonction
des caractéristiques. Donc, dans le sol le plus pauvre, ce qu'on avait fait quand même, c'est un traitement de chaulage pour essayer d'améliorer les conditions physico-chimiques, on revient à ce qu'a dit Daniel, avec un chaulage homéopathique, 500 kg de calcium, 400 de magnésium et un peu de potassium, de façon à, si on pensait que s'il y a un peu d'activité biologique, on va peut-être la redynamiser. Effectivement, on l'a redynamisé, c'est le même Ivan Klapovietz qui a regardé ça, mais qu'est-ce qu'on a dynamisé? Ce qui existait. Et qu'est-ce qui existait? Des vers épigés et qui ne font rien sur la structure. Donc, par contre, on a ce traitement de chaulage, il a modifié les conditions physico-chimiques, on va le voir dans plusieurs cas. Ce chaulage, il a conduit à une restauration notable du sol pendant ces mêmes années. Donc voilà une amélioration qui a été extrêmement positive. On a regardé la nappe perchée temporaire. Donc dans le sol forestier, qui avait un substrat un peu imperméable l'hiver, la nappe peut exister dans le sol sain à la base du sol. Mais quand on a tassé, on a augmenté la fréquence et la durée d'apparition. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la restauration pendant 8 années d'observation? On voit que c'est dans le sol le plus riche que la restauration a été la plus mauvaise. Et c'est dans le sol le plus pauvre qu'elle aurait été plutôt meilleure, avec une certaine convergence entre les traitements tassés, les niveaux de nappe dans les traitements tassés étaient moins. Au plan de la géochimie, on voit que dans les deux cas, on a une forte modification initiale de la géochimie, avec apparition de choses sympathiques du type fer ferreux, manganèse soluble, et dans ce cas-là, sulfate qui représente le soufre qui ne peut pas être présent sous forme réduite compte tenu du potentiel d'oxyréduction qui reste quand même un peu élevé pour ça. Et donc, on a, ou faible plutôt, donc on a paradoxalement une relation entre un temps moyen de résidence de l'eau dans la nappe et une concentration en fer plus qui est inverse de ce qu'on attendait. C'est dans le sol où le temps moyen de résidence est le plus faible que la concentration est la plus forte. Donc ça veut dire que l'anoxie s'y met très rapidement en place et la réactivité du sol doit être plus forte. Là, on n'a pas trouvé à quel composé il fallait s'adresser pour comprendre exactement ce phénomène-là. On a regardé aussi les solutions du sol en milieu non saturé, c'est-à-dire celles qui dominent pendant la saison de végétation. Et c'est très instructif parce que ces solutions du sol sont un excellent indicateur. Elles sont collectées par des bougies poreuses en continu mensuellement pendant une dizaine d'années et on s'aperçoit que on va regarder un indicateur qui est classique, qui est le nitrate. Le nitrate, c'est l'anion qui fait marcher la machine, souvent. Dans ce cas-là, c'est bien lui qui fait marcher la machine. Et les résultats sont assez intéressants dans la mesure où, quand on est dans le sol le plus riche, on a une immobilisation des nitrates, y compris après la coupe à blanc, qui a été nécessaire pour préparer le sol avant la manip de tassement. Donc ça veut dire que le sol riche est à son intégrité biologique pour immobiliser les nitrates. Et dans ce cas-là, le tassement diminue temporairement cette capacité à immobiliser les nitrates. Le tassement diminue également la production de nitrates et c'est vraisemblablement la dénitrification qui augmente significativement et ça veut dire que la perturbation apportée sur le système biologique, ce qui n'est pas complètement incompréhensible, et que momentanément, la microbiologie est incapable de maintenir un sol en bon état biologique. Donc, sur le sol le plus pauvre, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire que le sol le plus pauvre, et ce qui est naturel, n'immobilise pas les nitrates produits après la coupe à blanc. Donc, on a une concentration dans les solutions du sol qui augmente nettement. Et pourtant, la production, si vous voulez, n'a pas été augmentée par la coupe à blanc légèrement, c'est ce qu'on voit régulièrement. Et quand on tasse ce sol-là, de manière un peu inattendue, immédiatement, on a 0 nitrate en solution. Ça veut dire que le tassement a réduit drastiquement cette concentration par une production réduite, on l'a vérifié, et vraisemblablement par une dénitrification très élevée. Ça, c'est une hypothèse de travail qu'on n'a pas vérifiée. Et là encore, on a
on a eu la chance de mettre en place ce traitement de chaulage qui a amélioré immédiatement, on chaule, et immédiatement la capacité du sol à immobiliser les nitrates a été améliorée. La production a été augmentée, mais la dénitrification n'a pas de raison d'augmenter. Et là, on a un pH qui est passé au-delà du seuil de 4,5 et les biologistes ont déjà montré que ce seuil était important. Donc là, on a des pistes pour voir que ce chaulage peut améliorer l'activité biologique générale du sol et immobiliser les nitrates. Et quand on immobilise un anion, on immobilise les cations qui... Je vais vous parler de la réponse du peuplement forestier. C'est quand même ça qui intéresse les forestiers. Donc, on a un effet initial qui, dans nos cas, a dépendu du sol et du type de sol et donc de son pH en particulier. Dans le sol le plus riche, on a eu une mortalité extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'on plante les arbres et puis on s'aperçoit que l'année d'après, il y en a plus de la moitié qui sont disparus. Et je pense que si les forestiers n'avaient pas regarni, il y aurait pratiquement 0 arbre à l'hectare. Donc c'est déjà un coût de regarni pour replanter plusieurs fois. Ensuite, l'invasif qu'est le jonc a nécessité plusieurs dégagements. Donc on augmente le coût d'entretien des peuplements. On a un déficit de ligneux, c'est très important pour l'accompagnement des arbres qui sont les arbres d'avenir. Et puis, on a une distribution spatiale qui est de plus en plus hétérogène. Voilà ce que ça donne 8 ans après. Vous avez à gauche le sol de Clermont en Argonne, donc sur le sol le plus pauvre, et à droite, le sol d'Azraï, qui est le sol le plus riche. Qu'est-ce qu'on voit? Le sol, dans les deux cas, les points verts représentent le tassement et le point brun-rouge représente le témoin. Donc on voit que l'écart entre les deux est à peu près le même, mais tasser un sol dans le sol le plus pauvre, on a l'impression que les arbres sont un peu plus hauts, enfin c'est pas une impression, c'est une mesure, ils sont un peu plus hauts, et les arbres dans le sol le plus riche sont, eux, plus trapus. Ils ont un diamètre un peu supérieur, avec une hauteur un peu inférieure. Et si vous regardez en haut, le point brunâtre, là, brun-vert, qui correspond à l'amendement, on voit que c'est le meilleur traitement. Ça veut dire que la plante a immédiatement répondu dans ce sol pauvre à un amendement qui est censé être un traitement sur le long terme, mais qui là, manifestement, a un effet qu'on peut expliquer, qu'on peut discuter, fertilisant sur le court terme. Voilà. Et on voit des traitements à droite, là, sur le sol d'Azraï, qui sont les potées décompactées, qui ont l'air d'avoir un certain effet, avec une variabilité plus forte, mais des diamètres un peu plus grands. Donc ça nous a un peu intéressé, ce truc-là, et on voit après 11 ans de mesure qu'on a l'impression que ces deux traitements commencent à décrocher. Alors, ça veut dire quoi? On n'en sait rien. Ça veut dire qu'il faut suivre sur le long terme, parce qu'une des possibilités, c'est que décompacter le sol au profit du plant localement crée une zone qui est confortable pour le jeune plant, mais qui devient peut-être assez inconfortable pour un plant adulte, puisque son volume prospectable diminue. Et on a bien vu que dans le tassement, on a changé le système racinaire qui devient beaucoup plus plagiotrope. Donc voilà une des bonnes raisons qu'il y a au moins de suivre ces essais sur le long terme. En gros, quand on va tasser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va éliminer ce que j'ai grisé sur mon fonctionnement générique de mon sol forestier, avec des conséquences qui peuvent être importantes. On voit bien, en sol très humide, vous avez des arbres qui risquent de s'enraciner dans les horizons superficiels du sol et qui vont être très sensibles au chablis de vent. Et deuxièmement, en période sèche, vous avez des racines qui vont être concentrées dans les horizons de surface où il y a des éléments, mais il n'y a pas d'eau, et donc ils vont y avoir un stress hydrique et un stress pour leur alimentation minérale. Les forestiers, toujours, on voit bien que cette chose-là est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir. Je vous ai peut-être aperçu ce que j'ai dit sur les résultats. En France, on a une forêt résineuse qui est un tiers de la forêt totale,
et la récolte, c'est plutôt en résineux qu'elle se passe. Plus de 70% du bois récolté l'est en résineux. Ça veut dire que dans les peuplements résineux, c'est là où on va avoir le plus de mécanisation, qui est actuellement à 85% de toutes les opérations. Donc, ce n'est pas négligeable, alors qu'en forêt feuillue, c'est plutôt 20%. Donc, on a un risque majeur, hein, qui est si on ne fait rien, si on ne fait pas très attention, on risque de dégrader ces cloisonnements d'exploitation qui ont été mis essentiellement en forêt soumise et dans les grandes propriétés privées. On risque de dégrader ça, et après, le risque, c'est que les entrepreneurs passent à côté de ces chemins qui peuvent représenter entre 15 et 25% de la surface de la forêt, et on voit bien la perte de surface productive pourrait devenir énorme. Donc il faut éviter ça à tout prix et tenter d'arrêter les chantiers, ce qui est très compliqué, hein, il faut bien le savoir, et donc on a probablement à réfléchir sur un certain nombre de choses. Donc je conclus en disant, on a un écosystème résilient, parfaitement adapté, essayons de ne pas jouer les apprentis sorciers. On parle de bois énergie. J'ai oublié ça dans mon exposé, bien sûr, volontairement. Mais le bois énergie, c'est quoi? C'est récolter les rémanents d'exploitation. C'est une catastrophe. Identifier donc des méthodes appropriées pour éviter les dégradations, parce qu'on voit bien que compte tenu de ce qu'est l'écosystème forestier, on ne va jamais pouvoir restaurer, comme on fait en sol agricole, hein, la structure du sol. Hubert a montré en non-travail du sol. Là, on est en non-travail du sol et on va avoir quelque chose qui va être exacerbé. Le sol forestier étant organisé, il faut éviter de le désorganiser à tout prix. Et on peut le faire. Et on peut le faire à une seule condition, c'est de changer de paradigme sur les peuplements, les structures. On a importé après la Seconde Guerre mondiale des méthodes de l'agriculture intensive vers la forêt. Moi, quand je suis rentré à l'INRA, j'étais dans une station de recherche qui s'appelait Sol forestier et fertilisation. Imaginez à l'heure actuelle ce que ça donnerait, ce nom-là. Hein. Ça serait politiquement extrêmement incorrect. Hein. Donc, changer de paradigme, on s'appelle écologie à l'heure actuelle, écologie et biodiversité. D'accord? Donc, c'est complètement autre chose. N'empêche qu'on doit récolter du bois, on peut en récolter à une seule condition, c'est de changer de paradigme pour le développement et développer des méthodes alternatives plus durables, par exemple le câble, et à minima, respecter les guides. Je vous remercie pour votre attention et regardez bien cette image qui est une image satellite du peuplement de l'expérience de Clermont en Argonne. Vous voyez les 4 ou 5 lignes qui correspondent à la dégradation du sol après récolte du peuplement. Vous voyez comment un débardage par câble peut avoir un impact extrêmement limité sur le sol. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais d'abord remercier tous les conférenciers pour leur ponctualité. Il nous reste donc suffisamment de temps pour organiser une véritable discussion. Alors, si vous voulez bien, je voudrais commencer par… Il y a 2 chapitres de questions qui ont été posées par plusieurs personnes et qui correspondent aux plus grandes interrogations. Après quoi, nous passerons aux petites questions. 2 premières questions, c'est faire alors pour éviter, pour remédier. Il y a 2… je pense va être très difficile puisque vous avez montré que ça dépendait de la qualité du sol. Alors, nous avons 2 exemples, 2 questions sur des points particuliers. Monsieur Abdoukader Houdou Souley, qui est à Niamey, étudiant en doctorat à Niamey, vous demande comment prévenir ou corriger le sol de type sahélien. Et tout à fait même question, mais tout à fait différente dans le contexte, c'est M. Debroise qui est à la Chambre d'agriculture de Bretagne et qui vous dit que dans les situations d'élevage en Bretagne, on voit se généraliser des situations d'épandage de printemps avec des attelages de 50, 60 et même 75 tonnes sur 5 essieux. Pourraient être les indicateurs
quantitatives pouvant nous aider à mettre en évidence ces situations anormales et alerter les agriculteurs sur les impacts à court, moyen et long terme. Voilà, je ne sais pas qui se sent le plus qualifié pour répondre à ces deux questions sur le Sahel et la Bretagne. Alors, qui se lance? Je peux me lancer, Hubert Voisin, je peux me lancer sur la Bretagne, ça paraît déjà plus facile. Effectivement, les charges que vous donnez sont très importantes, donc 50 à 75 tonnes. C'est l'ordre des charrois, des intégrales betteraves chez nous qui sont en Picardie ou dans les Hauts-de-France qui sont à 65 tonnes. Donc effectivement, on arrive à des charges très très élevées. Ce que vous dites aussi, c'est que c'est réparti sur 5 essieux. Donc 5 essieux, ça veut dire que la charge par pneumatique, suivant le type de pneumatique, la contrainte moyenne, il faudrait déjà analyser la contrainte moyenne qui est donnée sur chaque pneumatique. Parce que être sur 2, 3 ou 5 essieux pour une même charge n'est pas du tout la même chose. Pierre peut-être voudra ajouter quelque chose, que d'avoir un minimum d'essieux. Par exemple, en betterave, la culture de betterave que je connais mieux, les constructeurs ont voulu à un moment passer à 2 essieux au lieu de 3. Et c'est plutôt une catastrophe parce qu'on augmente en fait la contrainte au sol. Et donc après, je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça à cette question-là. Il faudrait en discuter plus largement. C'est un travail qui est abordé à Agrotransfert et Agrotransfert a travaillé avec la Bretagne. Je pense qu'il faudrait vraiment le regarder de plus près avec des modèles et peut-être des observations. Mais il est clair que 75 tonnes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Personnellement, pour reprendre l'exemple de la betterave, je pense qu'on a voulu, sur les intégrales betteraves, coupler en même temps l'arrachage et le transport et que ça amène effectivement des charges très très élevées. Voilà. Alors sur le Sahel, là j'avoue que personnellement, je pense effectivement qu'il y a des risques aussi, puisque la période de culture correspond à la période humide, mais il faudrait beaucoup plus de détails. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que l'étudiant nous contacte et qu'on lui fasse une réponse personnalisée, parce que là, je ne crois pas qu'on puisse répondre comme ça. Oui, vous avez les questions en bas de l'écran, là, et donc vous pouvez répondre. Donc, je pense que l'étudiant serait heureux que vous puissiez lui donner une réponse. Pas forcément tout de suite, hein, ça peut être dans les jours qui viennent. D'accord. Voilà. Personne d'autre n'a d'ajout sur ces questions? Alors, il y a un deuxième groupe de questions où là, il y a Monsieur Guy Waxman, Monsieur Nourigeon et Michel Dron et d'autres encore, qui s'interrogent finalement qu'est-ce qui influence le tassement des sols? Alors, le non-labour, est-ce que c'est la solution? Labour, non-labour, agriculture de conservation, robots mobiles en troupeau qui seraient téléguidés. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces solutions et que pouvez-vous en dire? J'ai regroupé toutes les différentes méthodes. Alors, est-ce que le non-labour, c'est bien? Je pense que si on fait une analyse un peu aussi historique, c'est que il y a 30 ans, on travaillait beaucoup plus trop le sol, c'est-à-dire qu'on combinait un labour souvent annuel et des interventions de déchômage très profonds, etc. Donc ça, c'était, à mon avis, une erreur. Donc aller vers la simplification du travail du sol me paraît quelque chose de très, très important. Ça veut dire aller vers la réduction et aller plutôt vers le non-labour. Maintenant, ce que j'ai dit aussi dans la dernière partie, c'est que dans des systèmes où on a des tassements qui surviennent, suivant le type de culture qu'on a à mettre en place, suivant le type de sol aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup parlé des sols sableux par rapport aux sols limoneux, etc. Les sols sableux ont beaucoup moins de capacité de se régénérer, mais se travaillent très facilement. Il me semble qu'une intervention de fragmentation, par labour ou par décompactage, c'est ce que j'ai montré rapidement à la fin, est envisagée
et contrairement à ce qu'on peut dire, ne détruit pas toute la biologie. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce qui détruit surtout la biologie, c'est d'abord le tassement. C'est-à-dire que ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'expérimentation menée par Ivan Kapiokowiec, lorsque on tasse dans un champ cultivé, toutes les vers de terre pour prendre les lombriciens sont tués. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effet du tassement important sur la biologie du sol, plus ce qui se passe en termes d'évolution de micro-organismes avec un contexte plus anoxique. Donc déjà, le tassement est un problème. Ensuite, lorsqu'on est confronté à ce tassement, dans certains cas, on peut laisser la régénération se faire et on a bien vu toutes les nuances qu'on a, y compris entre forêt et système cultivé. Et dans d'autres cas, ça vaut le coup d'accélérer la régénération par un travail du sol. Est-ce que l'un de vous veut ajouter quelque chose sur ces différents... Personne ne veut parler des... Je peux dire un mot sur la dernière phrase d'Hubert. Oui. Travailler le sol forestier, ça voudrait dire faire un bilan de carbone extrêmement négatif actuellement. Donc on voit bien que dans un sol forestier, le tasser ne peut pas conduire à un détassement qui conduirait lui-même à des contraintes environnementales, en particulier émissions de gaz à effet de serre, qui seraient rapidement jugées comme catastrophiques. Donc c'est pour ça que je disais, dans ces sols-là qui ont un fort degré de naturalité, la principale des choses, c'est de ne pas tasser. D'accord. Et là, la situation est peut-être différente dans les sols agricoles. Si on prend l'expérimentation de Boigneville avec un essai où on compare le labour et le semi-direct depuis 1970, où il y a eu des alternances de travail du sol dans un certain nombre de parcelles, le bilan carbone en masse sur 30 cm est identique. Par contre, la localisation, bien sûr, est différente. Personne ne veut parler des équipes, des troupeaux de petits robots mobiles. Qu'en pensez-vous? Daniel Tessier. Oh, je pense que, comment dire, le mécanicien des sols de service peut mieux répondre que moi. Alors, Mais je peux parler un peu des sols tropicaux. Ah. Et en particulier de l'Afrique, comparé par exemple au Brésil. En Afrique, malheureusement, on a beaucoup de sols sableux, dont la teneur en argile est très faible. Et ces sols sont quand même, je dirais, extrêmement fragiles, extrêmement fragiles. Et du fait de leur distribution granulométrique ou texture, eh bien, leur réserve en eau est faible. Alors, ça, c'est, je dirais, pour les sols peut-être de plateau ou quelque chose comme ça. Maintenant, il faut les distinguer des sols des régions basses où on a, je dirais, des alluvions qui sont arrivées et qui font que là, on a des sols quand même beaucoup plus profonds au voisinage des fleuves. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a aussi un autre problème qui peut survenir dans ces régions à forte évaporation, c'est celui de la salinité. Donc, si vous voulez, en parler comme ça, c'est vraiment difficile parce que il faut considérer les différents cas, les différentes situations, sachant que, comme l'a montré Armand Chauvel il y a déjà longtemps, ces sols sont en voie de déstabilisation à cause de la progression du désert. C'est-à-dire que souvent, on est passé de sols qui étaient des sols formés en conditions tropicales et qui vont vers des sols, je dirais, de type sahélien où on n'a plus le fer qui participe à la structuration avec le rôle des termites et des fourmis et tout ça. On est en train de changer de système. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors maintenant, si on compare au Brésil, c'est tout à fait différent. Au Brésil, heureusement pour le Brésil, il y a eu la grande
séparation des continents avec une couche basaltique absolument énorme sur laquelle on a des sols qui peuvent faire 20 mètres, 30 mètres d'épaisseur et qui sont des sols argileux mais agrégés. Agrégés parce que l'argile, quelque part, a été cimentée par du fer, peut-être d'autres choses d'ailleurs, et qui est le résultat, pense-t-on, du rôle des termites, des fourmis, etc. Et donc, à la limite, le problème se pose d'une autre façon au Brésil. Voilà. Hein? Merci. Et au Brésil, par exemple, pour avoir travaillé avec des gens de Londrina, on a montré qu'en définitive, ce qu'on considérait comme étant de l'érosion parce que l'altitude du sol avait baissé, en définitive, c'était certainement autant dû à un tassement généralisé du sol sur une grande profondeur liée à la mise en culture. Et donc, là aussi, il faut peut-être pas arriver avec des idées trop simples. Voilà. Merci. Il ne faut pas arriver avec des idées trop simples. Oui. Alors, peut-être... Sachant que... Pardon. Je ne vous coupe pas, continuez. Oui, je voulais dire simplement qu'au Brésil, on a quand même, après, mais en Afrique aussi, dès qu'on a fait des plantations après, par exemple de palmiers à huile, on s'aperçoit qu'après 30 ans, la deuxième génération, elle pousse moins bien, qu'il y a plein de bestioles qui se sont installées là-dedans, les rendements diminuent. Le Brésil est encore un pays où on a, enfin en tout cas dans la partie Mato Grosso, là, vous voyez, où on a cultivé récemment et où ne se sont pas encore trop installés de problèmes liés à je sais pas moi, des méthodes, encore qu'il y en a, du développement d'un tas de... Enfin, un changement de la faune lié à la mise en culture, etc. Très bien. Alors, pour en finir avec cette question, est-ce que Pierre Delage veut répondre sur les troupeaux de petits, comment on appelle ça, une flotte de robots, qui marcheraient téléguidés? Est-ce que ça, c'est bon pour le sol? Ben écoutez, dès lors qu'effectivement la contrainte induite est plus faible et que les poids correspondants sont plus faibles parce qu'on en met plusieurs au lieu d'avoir une grosse machine, ça peut être que favorable. Ça, c'est clair. Après, la question qui se pose est plus financière en termes d'investissement parce que je ne sais pas si ça se développe là. C'est une perspective où il y a déjà eu des réalisations. Peut-être que c'est une chose qu'il faudrait vérifier, ou je ne sais pas si des gens sont au courant de cette technologie-là. Mais dès lors qu'on est plus simple, c'est clair que c'est mieux. Alors après, pardon. Oui, vas-y. Je voulais dire qu'en forêt, il y a un petit appareil qui s'appelle le cheval de fer, et qui est un petit appareil qui est c'est un petit chenillard, mais qui a moins de portance que quand je me promène à côté de lui. C'est-à-dire plus de portance plutôt, donc il contraint moins le sol. C'est-à-dire que ça peut être des voies à utiliser, mais effectivement, ce n'est pas des gros porteurs et ce n'est pas pour des petites opérations d'éclaircie, ça peut marcher. Pour des grosses opérations de récolte, pour sûr, il faudrait un temps certain et donc un bilan économique qui serait catastrophique. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut passer à des alternatives complètement autres que ces systèmes dispendieux qui ont relativement peu de chance. En milieu agricole, on voit bien que c'est le cas, mais en milieu forestier, c'est encore plus le cas. Le bilan économique des opérations est toujours difficile à faire et il est fait en général par celui qui paie. C'est-à-dire qu'on changera, pour changer de paradigme, il faudrait intégrer tous les coûts économiques dans un même système. Et on verrait qu'aider par câble, par exemple, ne revient pas nécessairement plus cher dans sa globalité, mais parce qu'on économise des routes, on peut récolter plus de bois, mais ça ne bénéficie pas aux mêmes individus. Donc on ne sait pas faire ces calculs économiques.
Donc le débardage par câble, mais dans les forêts montagneuses, c'est possible? Il se trouve qu'en France, les câbles se comptent sur les doigts d'une demi-main. Oui, Il d'accord. n'y en a pas. Et il devrait y en avoir beaucoup. Et ça ne marche pas. Il y a pourtant des gens qui se battent comme ça, mais le câble peut être très utile en plaine. Vous avez vu en Argonne, les dégâts. Quand on peut avoir des dégâts au sol quand on se balade en forêt sur toute la parcelle, et on voit bien qu'un abatteur, à l'heure actuelle, il y a des cloisonnements, mais un abatteur qui va abattre un Douglas de 40 mètres de haut, il est obligé de s'approcher de l'arbre. Donc le cloisonnement, il a du mal à fonctionner dans ce cas-là. Le bois va rester au pied. Donc il y a tout un tas d'opérations où on voit mal comment les cloisonnements vont respecter. Donc il faut penser à autre chose. Et un câble en plaine, c'est quelques pourcents de dégâts au sol. Quelques pourcents. Et on peut avoir, avec des opérateurs qui sont avertis, une coupe en épi qui ramène des arbres, entiers ou pas, et qui les ramène sur une aire de stockage où là, ils vont être conditionnés pour emmener vers les différents points de retraitement. Hein. Mais le sol forestier ne pourra jamais tolérer cette dégradation structurelle comme on l'a vu, quoi, hein, c'est impossible. Et vous allez pouvoir garder la parole parce qu'il y a M. Nourrijon qui vous dit « Les chemins de cloisonnement peuvent être de 40 mètres. Quelles sont les conséquences de cloisonnement sur le peuplement interne d'exploitation? Et y a-t-il une différence de diversité végétale et de régénération naturelle en fonction de la distance de ces pas de cloisonnement ?» J'ai à peu près compris la question, bien que le son était un peu haché. Mais je comprends Oui, ça. Le cloisonnement, en moyenne en France, à l'heure actuelle, il est prôné. Enfin, moi, je ne suis pas sylviculteur, mais il est prôné entre 18 et 25 mètres, quoi, hein, en évitant un certain nombre de zones, etc. Donc, le cloisonnement, il a des avantages, bien sûr, on les a vus, mais il peut avoir des inconvénients. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des chemins qui vont quand même être quelque peu tassés tous les 20 mètres, par exemple, en moyenne, déjà, on a une surface notable qui n'est plus cultivée. Et d'autre part, en fonction du régime hydrologique de la parcelle, on peut faire des digues. C'est-à-dire que, mais ça, c'est du long terme. C'est-à-dire qu'un cloisonnement peut modifier la circulation de l'eau superficielle et effectivement, après, on peut avoir des conséquences sur les arbres de bordure, on ne sait pas trop jusqu'à quelle distance, et sur la régénération, quand elle va être régénération naturelle. Mais bon, ça veut dire là aussi que ce cloisonnement, ça a été une excellente chose, mais ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas la solution universelle. La solution la plus générale, c'est de rester sur des cloisonnements et rouler sur des cloisonnements secs. Mais on voit bien que sous nos climats, couper des arbres et les débarder en période sèche, c'est pas, ça veut dire que les entrepreneurs forestiers vont travailler 2 mois par an. Compliqué, cette chose-là, très compliquée. Bien, si vous voulez bien, nous avons encore beaucoup de petites questions, enfin de questions plus ponctuelles. Michel Dron est tout plein de questions, donc je vous en livre quelques-unes. Vous avez déjà parlé, et vous l'avez montré sur un dessin, les lombrics. Les lombrics sont détruits en partie par le tassement et ensuite ils se régénèrent. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette hétérogénéité de la distribution des lombrics après? On le voyait sur votre graphique, c'était un peu, ça n'était plus homogène. Est-ce que là, vous pouvez nous en dire plus? Je peux essayer de répondre. Je ne suis pas un spécialiste des lombriciens, mais enfin, avec Yvan Kapovietz, on a regardé les choses de près. Bon, il y a différentes sortes de lombriciens, et en particulier, on en a parlé tout à l'heure, c'est les anéciques qui sont les plus performants. Et donc, quand on a un tassement, ces anéciques, ils peuvent être ou dans le sous-sol, et là, ils ne sont pas perturbés, ou dans le sol. Et c'est quand ils sont dans le sol qu'ils sont perturbés.
Pour les endogés, eux, ils vont être probablement en grande partie détruits. Mais simplement, ce qui est important, c'est que déjà, s'il y a une roue et à côté une zone non perturbée, il peut y avoir, et on l'a vu dans une expérimentation, des recolonisations qui se font des zones non perturbées vers les zones perturbées. Donc ça peut se faire assez vite. Maintenant, la recolonisation, elle dépend des espèces. Les anéciques en particulier le lombric terrestre, va avoir tendance à un moment traverser la zone tassée parce qu'il a besoin de travailler en profondeur, mais bien sûr que ça se fait de façon un peu aléatoire et qu'à choisir, s'il tombe dans une zone meuble, il va choisir la zone meuble. Par contre, les endogés vont travailler plutôt en explorant sur les côtés les zones tassées. Alors, la situation la plus problématique, c'est bien sûr quand on a un tassement sur 100% de la surface. Voilà. Et puis, je voulais continuer, peut-être donner une petite réponse sur les robots, revenir là-dessus, en disant que les robots, il y a beaucoup d'avenir sur les robots, mais que par rapport au tassement et au tassement profond, notre problème, c'est bien le charroi, le transport. Et que ça, lorsque vous avez un rendement acceptable, vous avez des charrois forts. Et après, comme l'a dit Jacques, il y a aussi bien en milieu forestier qu'en système agricole, il y a différentes stratégies que j'ai expliquées extrêmement vite. Il y a les règles de décision, essayer d'intervenir plutôt quand ça a un peu séché. Il y a quelquefois ce qu'on n'appelle pas le cloisonnement, mais la localisation des passages de roue. Enfin, il y a différentes stratégies possibles. Et puis, ce que j'ai dit, et j'insiste dessus, c'est que dans notre cas, nos systèmes fonctionnaient actuellement plutôt en système, en tout cas pour les systèmes betteraviers, en système décomposé. Et aujourd'hui, on a tout voulu mettre sur une intégrale. Et ça, effectivement, ça conduit à des charges très élevées qui, à mon avis, sont problématiques, mais se sont imposées pour des problèmes d'organisation du travail, des problèmes économiques, etc. Et le dernier point, c'est que, puisqu'on parlait des pays tropicaux, ce qui est important, c'est aussi de mieux analyser la sensibilité des sous-sols. Et par exemple, nos loess sont assez compacts avec des masses volumiques élevées et finalement, on réagit assez bien, c'est-à-dire que la modification de la porosité est faible. Par contre, on supprime les réseaux de fissures, les locales. Si on va dans le Brésil, et j'ai eu l'occasion d'observer des oxysols et des ultisols, on a des sols qui sont complètement travaillés par les termites et qui sont extrêmement poreux. Et là, on voit que, par exemple, la généralisation de systèmes très mécanisés et très lourds pourrait avoir un impact catastrophique dans ces types de sols. Donc, pour tout ça, pour dire que là, vous apportez des réponses très précises et très directes, c'est tout de même un peu compliqué face à une analyse un peu systémique à porter sur chaque système. Et là, j'ai parlé betterave. Si on parle céréales, évidemment, si déjà on limite le transport, le transport du grain, et on peut le faire quand c'est en conditions humides, en laissant les remorques en bordure de champ, on supprime le 3/4 du compactage. Donc, il y a plein de solutions et là, il y a des gens qui travaillent, Arvalis y travaille, AgroTransfert, etc., pour maintenant essayer de trouver des solutions un peu innovantes sur ces choses-là. Merci. Michel Drouin a encore une question pour Pierre Delage. Quels sont les mécanismes qui peuvent aider à la réversibilité, vers de terre à autres activités biologiques? Est-ce que vous avez des données expérimentales? Oui, alors en fait, c'est pas vraiment pour moi. Moi, je sais comment se conduit un sol quand on l'écrase, mais je ne sais pas trop comment réagissent les vers de terre, s'ils sont capables de descendre jusqu'à 70 cm ou pas. Après, le travail, c'est pareil. On sait qu'on peut travailler jusqu'à 30 cm plus facilement, jusqu'à 70. Peut-être que d'autres collègues sont plus habilités à répondre ça, mais désolé de ne pas pouvoir répondre. Bien. Alors, une dernière question avant de passer à la conclusion. Pour Daniel Tessier, toujours Michel Drouin, quelle connaissance sur la relation entre compression des sols et activité biologique, en particulier les micro-organismes? D'abord, il faut considérer le sol comme un espace en plus ou moins grande continuité avec des pores qui peuvent servir d'habitat.
si les habitats, si les tailles de pores en question ne peuvent plus héberger, par exemple, une bactérie, ou si la bactérie ne peut plus accéder aux pores en question, ben, on limite de facto l'activité biologique, ou en tout cas on la réduit à des surfaces ou à des volumes extrêmement réduits. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que du fait qu'on réduit la continuité du milieu, notamment pour la circulation de l'air, on arrive très rapidement à des milieux confinés qui fonctionnent en milieu réducteur. Et là, eh ben, le type on va dire, de micro-organismes va complètement changer. Ou en tout cas, les conditions de leur survie vont complètement changer, de développement. Donc, à la fois, on a des questions d'encombrement. Hein. Le sol, c'est un milieu dans lequel il y a des trous avec différentes tailles et qui peuvent servir d'habitat pour différentes choses, hein, des racines, des micro-organismes. Mais par exemple, entre des particules d'argile, il n'y a pas de pore pratiquement plus grand qu'un micron. Hein. Donc, Daniel, a-t-on une idée justement pour tu parlais de bactéries, quel est l'ordre de grandeur nécessaire pour les bactéries, les micro-organismes les plus courants, de dimension de pore, dans quel pore ils y arrivent et dans quel pore ils n'y arrivent plus en termes de dimension? Je dirais que c'est probablement, je ne sais pas, Hubert va sûrement me confirmer, de l'ordre de la dizaine de microns ou quelque chose comme ça. Au-dessous, il y a des problèmes d'accessibilité, il y a des problèmes de... Oui. Et puis, d'accessibilité, non pas seulement pour loger, mais pour avoir accès à d'autres choses, hein, aux nutriments, à l'aération, enfin à l'oxygène, voilà. Alors, 10 microns, ça s'écrase très facilement. Hein. 10 microns, ça s'écrase très facilement. Dès qu'on passe avec un peu de charge, c'est des gros pores hein, dans un sol 10 microns. À la fois pour Daniel et à la fois pour Delage, bon, j'ai rencontré sur le bord d'une autoroute, c'était en Champagne humide, Oui. avec des chantiers importants, où finalement le terrain qui avait servi au chantier a été difficilement récupérable pour l'agriculture. Alors la question que je m'étais posée à l'époque, c'était le tassement des argiles, parce que là on est en pleine zone d'argile. Qu'est-ce qui se passe quand les feuillets d'argile sont trop tassés? Voilà. Est-ce qu'il y a réappropriation? Comment remettre en culture ces argiles qui sont extrêmement tassées? Alors, attention, le feuillet, c'est 1 nanomètre d'épaisseur à peu près. Hein. Entre deux feuillets, va se mettre un cation hydraté, comme du calcium, et ça va faire aussi 1 nanomètre. Hein. Et ça peut glisser latéralement, comme ça, vous savez, comme deux feuilles de papier qu'on glisse sur l'autre. Mais pour changer leur distance, on est dans des domaines d'énergie qui sont infiniment supérieures aux contraintes mécaniques qu'on applique. En fait, les contraintes climatiques sont potentiellement beaucoup plus importantes que les contraintes mécaniques, parce que elles touchent vraiment elles correspondent à un équilibre ou à un pseudo-équilibre avec l'humidité relative de l'air, hein, en définitive. Et puis avec la succion exercée par le prélèvement de l'eau par les arbres. Et on sait que les arbres, ils vont certainement bien au-delà de la petite culture en pot qu'on a dans notre jardinerie. Hein. Et au total, donc, il faut bien voir qu'on ne va pas modifier l'arrangement à un niveau extrêmement fin parce que c'est costaud. Hein. Par contre, on va modifier des arrangements plus macroscopiques et on va fabriquer des milieux continus à une échelle plus macroscopique. Je crois qu'il est et donc, je peux dire un mot? Donc, quelque part, c'est la porosité plus macroscopique qui est en cause. Et Hubert nous l'a bien dit,
mais c'est quand même la structure, c'est la porosité d'arrangement à un niveau plus macroscopique qui résulte éventuellement aussi de la fissuration des argiles, mais à un niveau relativement macroscopique. Mais par contre, la cohésion du système, elle se fait à un niveau beaucoup plus fin. Merci Daniel. Jacques Ranger voulait ajouter un mot. Je voulais ajouter un mot bref sur ce qu'a dit Daniel, qui est sur la relation entre la compaction et la biologie. Et il a dit un truc qui est important, c'est que les organismes, ça ne va pas être les mêmes. Et moi, je voudrais dire qu'en forêt, dans les sols acides où la biodiversité est nettement réduite par rapport à des sols riches, la biodiversité, on n'a pas besoin de changer les bestioles pour changer les fonctions. C'est-à-dire quand mon sol nitrifie, j'ai des agents nitrifiants, je tasse, ce sont les mêmes qui vont dénitrifier. Donc pour changer une fonction, il n'est pas obligatoire de changer les acteurs. Merci. Je crois que cette fois, il est vraiment temps de passer la parole à Jean-Luc Julien pour la conclusion. Merci beaucoup, mais vous nous montrez combien c'est complexe, ce dont on se doutait, mais Monsieur Julien, mettez votre micro. Bon, la tâche de la conclusion n'est pas très facile. Je vous avais promis 4 regards très différents sur le tassement des sols et je pense que vous n'avez pas été déçus. Alors moi, de ces 4 grands regards, j'ai retenu d'abord 4 points importants qui vous surprendront peut-être. La première chose, c'est que sur sol saturé, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'eau, le tassement est irréversible. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. La deuxième chose, c'est, alors Daniel nous a parlé de pH, Jacques nous a parlé de chaulage, et que la deuxième chose qui m'a beaucoup étonné, c'est donc que ce statut acido-basique du sol est très lié à la structure et au fonctionnement hydrique du sol. Et j'ai retenu, moi, en simplifiant, certainement, qu'un pH élevé limite le tassement. La troisième chose, c'est apparu en tout petit biais dans l'exposé de Jacques, c'est qu'il vaudrait mieux exploiter les feuillus que les résineux, parce qu'il y a des interventions moins souvent. C'est un truc vraiment étonnant. Et enfin, que la régénération de la structure est beaucoup plus lente que lorsqu'il n'y a pas de travail du sol. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais j'ai vu que on pouvait attendre 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai trouvé ça très, très long. Sinon, globalement, de ces 4 regards sur le tassement, de Pierre Delage, il nous a fait un très bon exposé, nous faisant bien comprendre ce qui se passait à l'échelle macroscopique. Il nous a explicité des notions qui paraissaient très importantes, les notions de contrainte, d'élasticité des sols. Et j'ai bien aimé ces exemples de compression avec les forces exercées, les surfaces de contact, comment ça se déforme. Et bien sûr, c'est tous ces points avec l'importance de la teneur en eau et des déformations réversibles ou irréversibles des sols. De Daniel, c'est un autre point, cette importance de l'histoire longue sur la mise en place des sols et sur sa porosité naturelle. Pour nous, les pédologues, on est habitués à ça, mais ça entraîne une énorme diversité dans les types de sols et donc des réponses pas si faciles à toutes les questions que vous nous avez posées. Bon, que la différenciation du sol en horizon est d'autant plus forte que les conditions sont acides, ça c'est des choses standards. Le lien entre la CEC effective et l'affinité du sol pour l'eau, ça aussi. Et puis sur son rapide passage sur les fonctions de pédotransfert, où il nous dit bien que les constituants du sol, donc les proportions d'argile, le limon, de fin, sont peu pertinents pour évaluer la stabilité physique et mécanique du sol et qu'il reste beaucoup à faire. Hubert, alors la première chose qui m'a épaté, c'est les relations entre les modes delta. Alors ceux qui ne connaissent pas les modes delta, je rappelle, c'est celles qui sont tassées et la porosité texturale. Ça, j'ai trouvé ça super. Bien sûr, toutes les conséquences du tassement, l'enracinement, l'infiltration d'eau, ça on le comprend bien. L'anoxie,
Et l'émission de N2O, ça on le sait peut-être un peu moins, mais aussi que le travail du sol se fait plus difficilement. Quant à l'effet variable sur le rendement, ça on a bien compris que ça dépendait de beaucoup d'autres choses. J'ai bien noté que les risques de tassement étaient variables selon les systèmes, suivant en gros, d'après ce que j'ai compris, que si on récolte quand il fait sec, ça va bien, et quand on récolte si c'est humide, ça va mal. Que j'ai bien aimé son histoire sur les pneus basse pression qui ont amélioré les choses, mais maintenant, comme les charges sont beaucoup plus lourdes, ça provoque même des tassements profonds qui sont peu réversibles. Et enfin, que la régénération de la structure par les agents naturels, pour le climat, ça dépend beaucoup du type de sol, et puis les lombriques, où c'est important, sauf en milieu acide. Enfin, pour Jacques, il a parlé à la fois de la résilience des écosystèmes forestiers qui sont bien adaptés à des milieux pauvres, mais qui sont particulièrement vulnérables. Et qu'après tassement, cette restauration ne peut se faire que grâce à des processus naturels. On ne va pas se mettre à labourer les forêts, que ça c'est donc très lent. Les risques importants de tassement profond qui vont contraindre l'enracinement des arbres, augmenter l'exposition au stress, la stabilité mécanique, l'alimentation en eau, etc. Et puis, il a terminé sur un mot qui est à la mode actuellement, hein, c'est changer de paradigme, mais qui est important, c'est pour faire évoluer les pratiques actuelles et essayer de trouver des alternatives à une mécanisation à outrance. Et puis au total, j'ai noté quand même une inquiétude générale de nos 4 intervenants sur les tassements profonds, des pratiques à faire évoluer, des systèmes aussi à faire évoluer, parce que des fois on ne peut pas faire évoluer les pratiques sans faire évoluer les systèmes. Et quant aux besoins de futur de connaissances, alors là, ça serait peut-être un peu, je vais rester très schématique, hein. Les modèles restent à améliorer. Les prévisions de jours disponibles pour pouvoir moins tasser, ça serait aussi bien d'améliorer ça. Et je vous remercie tous de votre participation et nos 4 orateurs. Merci à tous. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Julien, de cette conclusion claire et qui met en valeur les grands principes. Je crois que nous pouvons vous remercier chaleureusement de votre organisation de cette, du choix des participateurs qui était excellent. Et je vous donne... je dois dire d'abord à tous les auditeurs que vous pourrez trouver en ligne les présentations. Madame Ledoux pourra peut-être compléter ce que je dis. Les présentations vous les retrouvez sur notre site dès le lendemain ou le surlendemain. Vous aurez la vidéo plus tard. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où la séance est organisée par Marie-Françoise Chevalier Le Guyadère à pour titre « Science et confiance ». Une question renouvelée avec un grand point d'interrogation. Madame Ledoux, vous voulez nous dire, Christine? Non, la séance est enregistrée, sera sur la chaîne YouTube dès que Aristide m'aura envoyé l'enregistrement. Oui, mais pas sur le site. Il y a beaucoup de gens qui continuent à croire que c'est sur le site, mais actuellement, c'est juste sur notre chaîne YouTube. Mais est-ce que vous pouvez indiquer justement sur la... Je mettrai le lien. Voilà. Sur la page de la séance. Voilà, c'est ce qu'il nous faudrait. Merci. Et dès demain, il y aura toutes les présentations, de toute façon. Merci, Christine. Je vous en prie. Eh bien, au revoir à tous et un grand merci. À la Bonne soirée. Au revoir.